Salut à tous et bienvenue dans Voix Ouf, l'émission Allociné qui met en lumière les métiers de l'ombre du doublage français. Aujourd'hui, dans nos studios, préparez-vous au show. Dans la peau de DiCaprio, sa voix résonne aussi loin que l'écho. Dans Titanic, il nous fait chavirer et dans Spider-Man, il nous fait voltiger. Sa voix, instrument parfaitement maîtrisé, nous hypnotise depuis tant d'années. Dans le monde du doublage, il tisse sa toile avec fracas. C'est l'inénarrable Damien Viteka. Salut Damien. Waouh. Merci. On ne sait comment réagir. Ouais, c'est trop, mais merci en tout cas de m'avoir invité. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Allô ? Quelle joie d'entendre ta voix. Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles ? Allô, y'a personne au bout du fil ? On doit pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent. Quelle est cette voix qui, dès l'aurore, si gracieusement me salue ? Très joli. En vert en plus. Qui est le tordu qui a dit ça ? Nous aussi, on est très heureux. Et surtout moi, je dois dire, parce que tu fais partie des comédiens qui me tiennent vraiment à cœur, que je suis depuis que je suis tout petit, avec évidemment Spider-Man et puis DiCaprio et compagnie. Surtout toi, on va voir ça. Hein. On va en parler car inventif et passionné, c'est le Harry Osborn d'Allociné. Détail caché et titre bien senti, il met sa plume acérée au service des œuvres du passé. Rien ne saurait altérer son verbe expert, c'est Thomas Imbert. Salut Thomas. Et on est à combien d'émissions il t'arrive encore à avoir de l'imagination pour nous présenter C'est jamais la même folies. intro. J'essaye un peu de... Il se couche très tard. J'aime bien Harry Osborn en plus. C'est ce que je me suis dit. Elle ne porte pas de cape, ne tisse pas de toile, mais elle possède un super pouvoir. Elle peut reconnaître de façon assurée toutes les voix du doublage français. Et grâce à son oreille d'une finesse inouïe, elle mérite toujours son bon plat de sushi, c'est Manon Barofi. Tu n'as jamais été autant dans le faux que oreille affinée parce que j'ai l'oreille bouchée depuis 3 semaines. Donc, si jamais je parle fort, je suis désolée, c'est normal, j'entends rien du côté droit. J'aurais perdu ton pouvoir, mais incroyable. Écoute, non, je ne l'ai pas perdu heureusement. Tant que l'oreille gauche fonctionne, mon pouvoir reste acquis. Ça va, l'honneur est sauf. Alors j'ai une première question, Damien, pour toi, pour débuter. C'est tout simplement comment t'es venu la passion de la comédie. Voilà. Est-ce que c'est dès le début ? Est-ce que tu t'es dit tiens Pas du tout. En fait, alors c'est drôle parce que je passais beaucoup de temps au cinéma. J'adorais le cinéma. Je vivais à la campagne. Moi, je viens de Dijon et j'étais dans un petit village à 12 km de Dijon, vraiment dans les bois, qui s'appelle Veulars-sur-Ouche. Et parce que l'Ouche, c'est une vallée et l'Ouche est une petite rivière qui passe au milieu. Et donc voilà, mon kiff, c'était vraiment le cinéma. J'avais pas de magnétoscope à ce moment-là. Et en étant adolescent, c'est une passion, ça et la lecture, qui me dévorait de plus en plus. Mais pour moi, le théâtre, j'étais pas du tout élevé dans cette culture-là. Mes parents n'étant pas vraiment fans de théâtre. Et le théâtre qu'on voyait à la télé à ce moment-là, c'était le théâtre de boulevard, le vendredi soir. Un truc qui me parlait, mais pas du tout. Je trouvais ça tellement convenu. Je me retrouvais pas. Et c'est à l'école où une prof de français m'a dit, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, elle m'a dit « Damien, vous devriez faire du théâtre ». Et j'y avais pas pensé, j'ai dit « bon ». Et je me suis dit, le théâtre, alors comme pour retrouver le plaisir du cinéma. Et donc, j'ai commencé, c'est là que j'ai été voir le conservatoire de Dijon, régional. Il y avait quand même 2 auditions. Et la première, il fallait faire un texte non théâtral. Et je me suis emparé d'un bout du Petit Prince, qui était mon livre de chevet depuis mon enfance. Et je suis entré avec ça. Et le jour où j'ai vu mon nom en bas de la liste des gens qui étaient pris, ça a été, je crois, un des plus beaux jours de ma vie. Parce que je foirais tout à l'école. J'étais vraiment en échec. À part le français, où j'étais vraiment bien. Mais le reste, qui ne m'intéressait pas, j'étais mauvais dans tout. Je m'ennuyais, j'avais l'impression d'être nul. Et je l'étais. Et donc, c'était la première... on ouvrait des portes. Et puis aussi, pas que les portes, c'était que quand j'ai vu aussi les gens m'accueillir et me parler de « Oh, c'était super ce que tu as fait ici et ça », c'était tellement pas les mêmes critères que dans la cour de récré, surtout quand on est ado, où c'est de plus en plus cruel, que je me suis senti accueilli dans une famille inespérée. Et là, en fait, peu de temps après, j'ai arrêté l'école. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fait stop. Je cesse. J'avais ni bac, ni aucun diplôme scolaire, rien. J'avais rien du tout. Je suis parti, j'ai fait que du théâtre
Donc, conservatoire, les compagnies qui étaient à côté. Je bossais un petit peu pour gagner un peu d'argent. Et puis, j'ai fait comme ça mon cursus de 3 ans. Après, j'ai travaillé un peu dans des petits boulots pour gagner un peu d'argent pour préparer ma venue à Paris, parce que mes parents ne pouvaient pas m'aider. J'ai tenté le concours du Grand Conservatoire de Paris, qui était là beaucoup plus ardu. Et j'ai eu une chance, un miracle, d'avoir été pris. Et là, ça a été le deuxième tournant de ma vie qui a, par contre... où là, c'était étonnant parce que tout ce que j'avais appris pendant 3 heures en Dijon passait au rouleau compresseur. On se demande même, mais pourquoi j'ai été pris ? Parce que d'ailleurs, c'est drôle, puisque je vous raconte ça, on passe il y a plusieurs tours, et dans une des scènes qui m'a fait passer, qui m'a ouvert les portes, c'était une scène de la ménagerie de verre de Tennessee Williams, là où un des personnages est en s'engueule avec sa mère qui lui dit « Mais Tom, où vas-tu tout le temps comme ça ?» Et lui pète un câble, il dit « Tu sais où je vais ? Je vais au cinéma. Je vais au cinéma parce que j'en peux plus de cette vie. Et moi là-bas, je me libère, machin. » Et j'ai l'impression de vivre, par ce personnage, et c'était une scène, on parlait de DiCaprio tout à l'heure, une scène d'adolescent qui... C'est pas d'ailleurs, oui, c'est un jeune adulte, je sais plus. Mais en tout cas, oui, non, je sais plus l'âge qu'il a. Mais c'était un truc pour moi, voilà. Libérateur. Un truc de pétage de plomb où j'y allais à fond. Et je sais que c'est ça, c'est là où je mettais toutes mes tripes. Et c'est que ça commençait d'être ma signature. D'accord, ok, c'est intéressant. Et justement, on se demande aussi souvent comment on passe du théâtre, de la comédie pure, à un studio doublage où on est tout seul et on doit doubler. Comment ça se fait ? Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Pour moi, qu'on fasse du théâtre, du cinéma, qu'on soit devant un micro, une caméra, qu'on fasse des pubs, qu'on fasse du livre audio, qu'on fasse toutes les activités qu'on peut faire quand on est comédien, c'est la même chose. Tu racontes une histoire, t'entres dans un personnage, et puis t'essayes d'être le plus juste possible en l'imaginant, surtout on va dire qu'au théâtre, on va demander de gonfler un peu tout ça parce qu'il faut atteindre le dernier rang. Ouais. Mais au départ, et c'est ce qu'on nous apprend aussi au conservatoire, c'est l'authenticité. C'est de partir de soi et de pas partir de faire de la caricature, d'être le plus intègre avec soi-même et authentique, et d'avoir l'impression que moi j'ai vu comme ça des acteurs qui faisaient au cons, et dans des représentations, des acteurs qui faisaient des scènes que j'avais déjà vues moult fois. Et je redécouvrais totalement la scène. Je me dis, mais j'ai jamais vu jouer que ça comme ça. Et le gars, pour moi, c'était le personnage était, je le voyais pas jouer. Ouais. Il était. Et c'est dans ce conditionnement-là que j'ai poussé, où je me suis dit, enlève les scories, et peu à peu, tout est lié, tout est la même chose. Donc qu'on soit sur une scène, ou devant un micro, ou devant une caméra, c'est le même boulot. Ok, c'est intéressant. Et justement, tu parlais des personnages et on va un peu balayer un peu ta carrière et les personnages que tu as doublés à travers 2 petits quiz. On va commencer par le premier, qui est le quiz de Manon. Jingle, quiz Manon. Ton nom c'est quoi, piéton ? Qui es-tu ? Dis-moi plutôt qui tu es ? Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis contente d'être de retour avec mes 5 petites questions qui portent chacune sur un personnage que tu as doublé. L'idée évidemment c'est de répondre cash. Si jamais tu as des difficultés, j'ai des petites propositions pour t'aider. Et on a mes 2 compères évidemment. 2 jokers. Qui sont en joker. Appel à un ami. Mais bon, l'ego en général fait qu'on a envie de répondre tout seul. Et évidemment, le premier avec Leonardo DiCaprio, je ne pouvais pas passer à côté de Jack Dawson, qui a fait fantasmer toutes les adolescentes de ma génération, tellement il est beau dans ce film quand même. De la nôtre aussi. Je comprends. Donc je commence avec une question facile qui peut être répondue cash évidemment, donc c'est la rapidité. À quel jeu de cartes Jack remporte-t-il son billet pour le Titanic ? Oh, j'ai oublié ça. Non, je pensais que mais oui, moi je me souviens... je me souviens surtout de la fois qu'il a gagné, on part pour l'Amérique. Alors c'est peut-être pas si facile que ça. Mais à quelle partie de cartes alors là En plus, c'est un classique. Oui, c'est le plus classique, je pense, des jeux de cartes. On te laisse faire une proposition. Enfin, le plus classique, ça reste la bataille. La bataille. Après avoir dit c'est le plus classique. Non. C'est pas le kilo de merde, ça c'est sûr. Non, mais c'est le poker. Oui, c'est le poker. Ah voilà, parce que c'est la première chose qui m'est venue. Maintenant, je dis mais non, c'est trop simple. C'est tellement. Voilà, c'est ça. C'est le poker. Il fallait pas chercher plus loin. Évidemment, c'est le poker. On va dire que personne ne m'a aidé. L'honneur est sauf. Et justement sur Titanic, juste un petit rebond sur tu nous disais tout à l'heure que ironiquement, ça a été compliqué.
tu avais déjà doublé DiCaprio donc sur Roméo et Juliette. Et ça a été compliqué de t'imposer sur Titanic. C'était pas... C'est-à-dire que le monde du doublage ne t'attend pas. Donc à un moment, ils avaient prévu... je crois qu'ils avaient commencé de le faire avec Damien Boisseau, qui fait la voix de Matt Damon. Okay. Parce que c'était le choix de Jenny Girard qui dirigeait le film. Et voilà, mais ça n'a pas été le choix du dirigeant en tout cas du délégué sur ce film de la 20th Century Fox de l'époque. Donc les cartes ont été rebattues, justement, en parlant de poker. Et, ils ont changé de Damien. Et voilà, on a changé de Damien. Alors c'est fou parce que c'est chaque fois des Damiens. Tout se joue entre les Damiens. Mais... donc oui, ça s'est fait à peu de choses. Et après, bon, par contre, c'est drôle. Ce qui était drôle, c'est qu'on finit le doublage qui s'est très bien passé. Jenny Girard était très contente. Elle sort le champagne. On va fêter ça, Damien, c'est super. Film, on est très content de ton travail, bravo. Mais là, j'en ai un qui arrive, tu sais, l'homme au masque de fer. Mais là, je vais quand même le donner à Damien Boisseau, le pauvre, comme il a été. Et là, j'ai ma coupe de champagne, j'ai vu toutes les bulles. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Mais ça s'est pas fait comme ça, parce que le client, il lui a dit, on n'en a rien à faire de vos choix, Jenny Girard. Nous, ce qu'on veut, c'est la voix qu'il avait dans Titanic. Donc, parfait. Je dirais pas qu'elle m'a accueilli les bras ouverts, mais en tout cas, il faut savoir s'imposer par moment et surtout oublier. Moi, je me consacre uniquement, je me focalise sur le jeu et puis les histoires derrière. Oui. J'en profite, excuse-moi, j'ai entendu une anecdote que tu avais faite en interview il y a quelques années maintenant sur justement le Titanic et la scène de fin où il a très très froid, où tu disais que à vouloir t'imprégner de cette fraîcheur, au final tu as eu extrêmement chaud. Ah mais oui, parce que en fait quand tu te provoques, tu te mets comme ça et puis après voilà. Tu essaies de trembler. Tu te mets et avoir aussi pensé que quand le froid, t'as du mal à parler, tu vois. Je me souviens même qu'il y a certains mots qui sont mal articulés. Je me dis, ils vont me demander de les refaire, mais non, c'est dans le jeu, donc ils ont dit. Mais j'étais en telle tension que je commençais d'avoir. Je me souviens de la sueur qui commençait à piquer mes yeux, qui me dégoulinaient, parce qu'on l'a fait pas qu'une fois, on l'a fait 2, 3, 4 fois, parfois, jusqu'à ce qu'on ait vraiment le bon truc. Écoute, vraiment, j'avais des courbatures partout. C'est fini. C'est vrai que c'est réussi parce qu'en tant que spectateur, nous, on a vraiment froid en t'écoutant, en voyant DiCaprio, en t'écoutant. Je me suis servi aussi d'une expérience. J'ai cru un jour rester sur une espèce de bout de choisir du stop à ce moment-là pour regagner Paris. Et je m'étais pas assez vêtu et j'ai cru que j'allais mourir de froid. Les voitures ne venaient pas et je grelottais. Je me disais, combien de temps je vais tenir? J'ai rien. Et en fait, une voiture est arrivée, mais j'ai vraiment, à un moment, je me suis dit, j'étais en pleine campagne en plus, je pouvais pas aller, j'avais nulle part où aller. J'avais été déposé par quelqu'un qui bifurquait, donc j'attendais une autre voiture. Et j'ai vraiment cru que. Donc je me suis servi de. En fait, à chaque fois, je replonge dans les trucs un peu perso, dans les moments de jeu. C'est intéressant. Et justement, je me dis, le Titanic a eu tellement de succès que je pense que justement aussi les studios et tout se disent on veut quand même garder ce qui a fonctionné. Ils vont pas dire on va changer de voix alors qu'un tel gros film a fait un si gros succès. Donc peut-être que ça aide, je pense aussi ça a aidé peut-être là. Est-ce que tu continues DiCaprio Bien sûr, ça m'a ouvert les portes du doublage. Parce que n'oublions pas qu'avec le tsunami Titanic arrivent les films que DiCaprio avait fait avant Titanic, mais qui n'étaient pas sortis en France. Il y a des films, je sais plus... Basketball Diaries, je crois. Basketball Diaries. Ouais. Alors pareil, anecdote là-dessus, ce que je ne sais pas, c'est que le client m'a imposé. Il m'a dit, je veux la voix qu'il a sur un achat. Et le studio de Bing ne me disent pas du tout ça. J'étais Jean-Pierre Dorat à ce moment-là, un mec pas toujours très simple, ni très droit, et qui me l'a fait un peu à l'envers. Il m'a fait passer une audition. Il me dit, et là j'ai ses assistantes à côté qui me disent alors attention, on a choisi la scène la plus difficile du film. Je fais, bienvenue, super. Je la regarde et je fais ok, purée, d'accord. Bon, je vais la revoir, puis quand c'est bon, comme je fais d'habitude, je parle plus, je suis concentré, je lève la main, on y va. Et j'ai tout donné. Je me souviens,
j'avais la morve qui me coulait sur le t-shirt. J'étais dans un état, je m'étais d'être dans l'état de manque dans lequel il était, quoi. Oui. La scène est terrible. C'est la scène où il va demander à sa mère du pognon avec la porte entrebâillée et fermée par la chaînette. Et c'est une scène de désespoir total. C'est déchirant et il est tellement bouleversant que. C'est le genre de scène, tu peux pas foirer ça, tu peux pas être à côté. Si à un moment t'es pas viscéralement aspiré par ce que tu fais, si t'es pas vrai, si tu joues et non pas, il y a une différence entre jouer et être. Et cette petite nuance, elle fait que ça t'a les poils ou pas. Voilà, et je savais pas que, ils me l'ont imposé. Okay. Je l'ai faite. et voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'était Vincent Ropion qui faisait DiCaprio sur Gilbert Grape. Oui. Et j'étais en face à lui. D'accord. Et comme je le connaissais pas, parce que je connaissais. Voilà. Donc voilà, mais je me suis retrouvé que tous les films, les anciens. Alors il y a eu celui-là, après les autres, ça a été plus facile. Hein. Mais ce qui m'a permis aussi, quand je dis que ça m'a ouvert les portes du doublage, c'est que ça m'a fait bosser avec plein de gens différents. Et comme je crois que j'étais assez facile à diriger, après ça rebondit, quoi. Après les gens vous rappellent. Ok, ouais, super. On enchaîne ? Vas-y. On enchaîne tellement que mon téléphone s'est mis en veille. Pas des moindres non plus, Tobey Maguire, et je suis d'accord, sa saga Spider-Man, c'est la meilleure. N'en déplaise à tous ceux qui sont arrivés après nous. La première reste la plus efficace à mon sens. Et la question est, quelle espèce spécifique d'araignée mord Peter Parker dans le premier volet ? Moi je dirais une veuve noire. Mais... voilà. Cache. Bien sûr, c'est une veuve noire. Oui. C'est pas précisé dans le film. Parce qu'en même temps, elle est colorée différemment, parce qu'elle est quand même tombée dans je sais pas trop quoi. Donc, oui, voilà. Non, mais voilà, j'attendais évidemment pas l'araignée radioactive veuve noire, qui est une mutante. petite araignée, mais avec un venin particulièrement toxique. Mais non, ce n'est pas dit, mais le gros zoom, je pense, qui a marqué ce plan qui a marqué toute une génération, c'est effectivement une veuve noire. Donc, Pour l'anecdote, je me suis fait piquer ou mordre par une araignée dans mon sommeil. Et moi, je crois que c'était un truc de ce style-là. Et tu n'as pas de pouvoir. J'ai essayé. Hein, ça fait mal. Ça fait un mois que j'essaie de monter au mur, mais ça fait pas mal, mais ça reste. Enfin, j'ai encore un bouton, quoi. C'était un vampire. En fait. Et j'en profite surtout pour dire merci pour ce moment de découverte du premier Spider-Man. Moi, je me souviens, j'avais 12 ans ou 11 ans. C'est un des plus beaux souvenirs de cinéma de ma vie, vraiment. Et donc, non seulement c'est la meilleure trilogie, mais je sais que t'as dit que t'aimais bien le 2. Moi, j'avais vraiment le premier. Le 1, c'est la révélation, c'est la découverte. C'est boum. Le moment où il va venger son oncle, où il découvre ses pouvoirs. Tout est parfait. Ce film est parfait. Les dialogues sont incroyables. Enfin bref. Je suis d'accord. Si je pars dessus, pour moi, c'est même le meilleur film de super-héros de tous les temps. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi j'ai une petite préférence aussi pour le 2. Le 2 est génial aussi. Même le 3 est cool. Mais vraiment, ouais. Mais du coup, merci parce que tu y as contribué grandement. J'adore ce film, et c'était mon premier traumatisme aussi d'enfant. Le bouffon vert, il m'a fait cauchemar pendant des années. J'ai essayé de le montrer à mes enfants il n'y a pas très longtemps, puis quand même maintenant 10 et 8. C'était il y a 2 ans. Même mon grand, quand le bouffon vert est arrivé avec son masque, il fait Papa, non, je veux pas. Tout partait bien jusqu'à l'arrivée du bouffon vert avec son masque, et là ils ont fait niette. Donc ils ont toujours pas vu Spider-Man, ils ont toujours pas vu Titanic, ils savent. Alors c'est drôle, c'est que de temps en temps, il y a des gens comme ça, je suis avec eux, puis des gens qui me reconnaissent dans la rue, qui viennent me voir, ils me regardent comme s'ils me redécouvraient, ils disent mais papa, qui es-tu? Mais t'es drôlement populaire. Ils comprendront. Non, ils comprennent pas parce que ça reste, je me mélange pas. Ils sont encore petits, quoi. Oui. Il y a le temps de voir venir. Mais oui. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. J'étais une grande fan de Ghost Whisperer quand j'étais ado. Et j'ai découvert en faisant mes recherches que c'était toi sur Ellie James. Alors maintenant que je le sais, oui, évidemment. Mais sur le coup, non. Pas du tout. Donc c'est le signe d'un bon doublage. Eh ben, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de ne pas me reconnaître de personnage en personnage, parce que c'est preuve qu'au moment on a chopé la couleur de l'acteur qu'on double sans avoir sa voix, parce qu'on n'a jamais eu la voix des acteurs qu'on double. Mais qu'on a chopé en tout cas quelque chose qui fait que c'est de la même façon que je sais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas fait gaffe à une époque que c'était la même voix pour DiCaprio et Spider-Man. Oui. Et ça, j'étais très content. Le jour où je l'ai réalisé, moi, ça m'a fait un truc. Je confirme. C'est ma petite fierté. C'est mon petit orgueil de comédien. Tu peux t'en vanter, il n'y a aucun souci. Et du coup, restons sur ce fameux personnage d'Ellie. Avec quelle capacité spécifique Ellie revient-il à la vie ?
Ce qui, pour ceux qui n'ont pas vu la série, Ellie meurt dans un incendie. Quand tu dis ça. Parce que je sais que tu ne l'as pas vu. Capacité, il entend lui aussi les esprits. Voilà, il les entend. Effectivement, c'était la subtilité que je voulais parce que Melinda Gordon, l'héroïne de la série, peut les voir et les entendre. Mais Ellie, quand il revient à la vie, il ne revient qu'avec une seule capacité, c'est celle de les entendre. Ouais. Il pense d'ailleurs qu'il est complètement fou et je pense qu'on serait beaucoup à penser la même chose. Mais non, notre chère Ellie peut les entendre, ce qui doit être très perturbant parce que ne pas voir mais entendre des voix dans son oreille. Voilà. Bon, pour l'instant, je ne suis pas trop trompé. Non, sans faute là. Super. Sans faute. Et j'enchaîne avec une autre série, Arthur dans Merlin. Alors, je n'ai pas vu cette série, mais je sais qu'elle a énormément marqué. Ouais, elle a bien marché. Elle était en boucle sur Énergie 12. Ouais. Voilà, tout le temps. On zappait sur cette chaîne. C'était Merlin qui passait. C'est une super série. J'ai regardé quelques épisodes, j'ai pas tout vu, mais c'était super. Alors peut-être que tu vas pouvoir sucrer la réponse. Puisque Arthur vient au monde dans des circonstances particulières, sa naissance nécessite le sacrifice d'un membre de sa famille. Quel membre doit mourir pour que Arthur vienne au monde ? Sa mère. Bah, tout simplement. Ah, voilà. Ça, c'est beau. Sa mère qui était stérile, mais évidemment, pour le roi, c'était inconcevable, de ce que j'ai compris, de ne pas avoir d'héritier mâle. Donc, il a fait une demande aux dieux qui lui ont offert un fils en échange du sacrifice de sa femme. C'est triste. C'est ah là là. Faut la cibler, le sacrifice. Quelle ambiance. Et on finit pas sur une meilleure ambiance, puisque ma dernière question, c'est sur Ed Gein, évidemment. Bien sûr. La meilleure des ambiances, j'ai envie de dire. J'ai adoré la série. J'adore de manière générale la série Monstre de Ryan Murphy, quand bien même on était tous très mal à l'aise après l'avoir fini. Thomas, je te regarde parce que je n'ai pas regardé un seul épisode, ça n'arrivera pas. Et attention, question très précise, selon Ed Gein, quel instrument est le plus efficace pour trancher une tête ? Et je pose la question car la scène est extrêmement longue et il donne beaucoup de détails sur pourquoi cet outil est le meilleur. Attends, alors il faut que je me souvienne, parce qu'effectivement, mais alors, dans tous les détails... C'est bien. C'est pas la tronçonneuse, parce que ça fait trop, ça fait s'ennuyer partout. Effectivement. Non, c'est la scie idoïne ou je sais plus quelque chose dans la scie à métaux. La scie à métaux, voilà. La scie à métaux, effectivement. La scie, parce que la tronçonneuse, c'est dégueulasse comme résultat. C'est tout à fait ça. Ah oui. Donc voilà, petit tips pour non, n'écoutez pas ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ont des envies de décapitation, pensez à la scie à métaux. Et encore une fois, ce n'est que selon Ed Gein qui a fini en hôpital psychiatrique, ce n'est peut-être pas à prendre non plus au premier degré. Voilà. Mais je crois que c'est un sans faute. Oui, c'est un sans faute, c'est 5 sur 5. Magnifique. Bravo. Efficace. Et d'ailleurs, Manon, tu me disais, c'est drôle, je t'en ai parlé au téléphone, c'est que quand tu as commencé à regarder la série, tu m'as dit, mais j'arrive pas à reconnaître le comédien sur Charlie Hunnam. Oui, c'était impressionnant. Et moi, j'avais pas encore regardé, je dis, ah ben écoute. Je dis, je sais pas qui c'est. J'écoute, je me tape tout un épisode d'1 heure, je dis, mais je sais pas qui c'est. Et je vois à la fin le carton de doublage et je fais, mais. Bah oui. Surprise. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Surprise. Tu as envoyé, je crois qu'en majuscule dans tes mails, tu as un mais bien sûr que oui. C'est ça. Et une fois mais voilà, mais encore une fois, c'est dingue comment, alors que tu l'as dit dans ton intro, je suis censé reconnaître tout le monde. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai croisé il y a pas très longtemps l'ingé son qui a fait la plupart, la majeure partie des épisodes. Et on s'est croisés sur un plateau, il m'a dit, ah dis donc, tu te rends pas compte, là, le buzz sur Ed Gein. Je dis, ah bon ? Parce que moi je suis pas réseaux sociaux, tout ça. Et il me fait, non, mais là dans le doublage, le nombre de comédiens et comédiennes qui sont venus me demander qui faisait Ed Gein, et quand ils ont su que c'était toi, il fait, ah bon ? et je me dis, ah, bah, ça me fait très plaisir de se dire que bon, on a beau être reconnu par ses pairs et qu'on arrive encore à les surprendre, c'est un grand plaisir. C'est clair. Oui, je pense ça prouve que en tout cas ça fonctionne. Mais je pense en plus que ce sera certainement la seule fois, à mon avis, que je vais le doubler, parce que je pense que les autres comédiens qui sont... c'est Rémi Bichet et Sébastien Desjours qui étaient dessus. Oui. Et je pense qu'ils vont reprendre le personnage dans d'autres films. Oui, mais je crois que c'est c'était ça vraiment pour ce truc particulier. Parce que visiblement, je crois que eux aussi ont passé les essais, mais aux yeux du client qui est Netflix, la voix qui se coulait le mieux dans le moule de ce truc très très bizarre et très particulier, puisque lui aussi, enfin voilà, on ne part que de ce que fait l'acteur en VO. Ils ont trouvé que ça collait mieux comme ça. Mais je pense que voilà, je ne reviendrai certainement pas, je pense, sur cet acteur. Après un rôle pareil, est-ce qu'on a envie de se replonger là-dedans ? Ça restera marquant. Non, parce qu'il va faire des trucs totalement différents. Oui. Mais il a une voix beaucoup plus lourde, beaucoup plus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a beau, avec sa voix, il a beau partir dans une espèce de entre mi-voix de tête et mi-voix de bâillement par moment. Oui. Sa voix donne quelque chose que la mienne ne va pas donner. Donc après, il faut trouver le petit point d'achoppement.
Mais voilà, mais sinon il a une voix plus lourde, beaucoup plus lourde. Il sera dans la prochaine saison de Monstres d'ailleurs, dans un tout autre rôle. Ah, oui, donc ça serait étonnant que. Le changement serait bizarre, mais on verra. On a le temps de voir venir. Non, en tout cas, c'est une série qui a marqué. Je pense qu'il va faire date parce que ça fait vraiment, ça nous fait nous interroger en tout cas sur notre rapport avec la fascination sur les tueurs en série et tout. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, je pense, à mon avis, le propos du réalisateur. C'est ce mélange d'aversion et de fascination et en même temps de compassion. Puisqu'il termine quand même là-dessus. C'est ça. Quand même difficile de ne pas être ému par sa partition face au Toubib quand il perd ses moyens en se disant en fait, je ne sais plus où, je ne sais pas. Et puis aussi, voilà, après, on peut se dire, c'est facile, c'est la mère qui a tout fait, c'est à cause de sa mère, ci et ça. Bon. Et en tout cas, il y a un truc, ils ont romancé pas mal de choses. Mais ils sont quand même partis. Moi j'ai fait aussi ma petite enquête quand je bossais sur le personnage, parce que je trouvais ça quand même dingue. Et effectivement, en officiel, ils ont trouvé quelques victimes seulement, mais officieusement, quand on voit par exemple, il a découpé des vulves, on les voit dans le film. Il y a eu des enquêtes à l'époque, il y a eu plus d'une centaine, je crois, il y a eu des disparitions, et donc il n'y avait pas de personnes qui correspondaient à cet âge-là. Donc, qui ont disparu dans la région. À qui d'autre on peut attribuer ça, qui avait cette fascination-là? C'est vrai. Donc, à un moment, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est n'importe quoi. Il n'a pas tué autant de gens. Mais regardez, posez-vous les bonnes questions, parce qu'effectivement, pour le besoin du film, il y a des choses qui ont été romancées, peut-être ajoutées, mais les choses principales, elles sont fondées, quoi. Tout à fait. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission, qui est notre très cher Darbox, mené par Thomas. Jingle, Darbox. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pull-over. Pourquoi la Darbox? Pourquoi la Darbox? En hommage à un certain monsieur Richard Darbois, qui a été un peu notre premier invité, même si Voix Ouf n'était pas officiellement lancé à l'époque, mais on avait eu l'idée de lui faire piocher des répliques de sa voxographie dans une petite boîte, et c'est lui qui les lisait. C'est moi qui vais lire, parce que j'ai fait le même exercice pour ta carrière, et l'idée, ça va être de retrouver le film ou la série, ou le personnage, enfin bref. Oula. Il y en a 9. Alors, je commence. J'ai voyagé. En voyage pour propager la parole de Dieu. Pitié, ne me tuez pas. Un livre. Alors c'est un dialogue, donc il y a des moments où un livre. C'est l'évangile de Saint Jean. J'ai voulu le sauver. Parce que sans la parole de Dieu, tout n'est que ténèbres. Wow. Alors je l'ai très mal joué, mais en fait il est un peu en panique là. Waouh, alors là... Je l'ai pas du tout. C'est un rôle qu'on n'a pas encore évoqué dans ta carrière. Ok. Viking? Oui, Athelstan. Et Athelstan dans Viking. Ok, parce qu'à un moment, j'ai pensé à ça, me disant, mais qui peut avoir ce rapport avec Dieu et les Saintes Écritures? Et à part lui, je voyais pas qui. Il y avait quelques indices. D'accord, bon, Athelstan. Bravo. Yeah man, Reaganite. Très intéressant ce personnage, et très bonne série aussi. Ensuite. Acteur que j'ai rencontré d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Très sympa. Heureusement qu'il parle mieux français que moi anglais. Ah, d'accord. On a pu discuter. Ah, trop cool. Et t'en as rencontré d'autres j'ai rencontré Leonardo par le truchement de Guillaume Canet à la suite de La Plage. Oui. D'accord. Qui était très sympa d'ailleurs, ainsi que Virginie Ledoyen, qui avait été de formidables camarades de jeu. Parce que d'habitude, souvent, les gens qui viennent se doubler se demandent d'être seuls. Oui, c'est vrai. Alors que là, ils ont accepté qu'on bosse ensemble. Et c'était super. Trop bien. Vraiment, cool. et donc ça s'est très bien passé avec Guillaume, et il m'avait fait rencontrer après, lors de l'avant-première, Leonardo. Alors c'est drôle, je vais aussi répondre à une question que vous ne me posez pas, mais qu'on me pose toujours. Est-ce que tu l'as rencontré? Comment c'est? Qu'est-ce qu'il pense de ton travail? Et là, j'arrête les gens, je leur dis, ça c'est un fantasme. Il faut bien imaginer la réalité des choses, c'est que pour les Américains, ils ne comprennent pas pourquoi le reste du monde ne parle pas anglais. Donc, déjà qu'on change leur voix pour mettre leur voix en français, c'est un truc bizarre. Alors après, on va pas leur demander, à moins qu'il y ait, comme dans certains cas, une véritable prise comment on fait connaissance l'un et l'autre et il y a un feeling qui se passe. Je sais que par exemple, il y a eu ça entre Bruce Willis et Patrick Poivet.
Il avait écouté, voilà. Bernard Gabet m'a raconté que Viggo Mortensen aussi avait écouté ce qu'il avait fait. Il lui avait dit je te remercie du travail que tu fais sur mes films parce que c'est bien. Voilà. Mais qui, globalement, va avoir la curiosité? Très peu de comédiens. Je pense que pour eux, c'est même presque un truc bizarre, voire une hérésie. Mais voilà. Il n'y a pas de fascination de l'autre côté, quoi. Ah ben j'enchaîne. Il attend un arrivage de dope. Où ça? J'en sais rien. Il devient bizarre, capitaine. Je l'ai vu, il avait plein de sang sur les mains. Il devient fou, un vrai malade. Il veut plus de son équipe habituelle, mais maintenant, écoutez bien, tôt ou tard, il va découvrir qui je suis. Et ce fils de bip va me buter. Je sais qu'il va finir par me buter, vous m'entendez? 3 premières phrases, je l'avais moi direct. Ça m'étonne pas. Si ce n'est mon film préféré. Ah ouais. Avec DiCaprio, je pense. Wow. Ah, Les Infiltrés. Oui, Les Infiltrés, bravo. Exactement, de Scorsese. Ouais. Bah pour l'instant, tu t'en sors bien. Entre les deux, là, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur sur les deux quiz. Troisième, alors j'ai volontairement cherché quelque chose de pas trop simple. Michel-Ange, le hachis et les légumes sont dans le four. Ça me parle. Attends. Michel-Ange, elles sont dans le four. Ah là là, tu vas me dire ce que c'est, je vais te dire. Ça, c'est une phrase que j'ai prononcée. Ouais. Waouh. Alors là. C'est pas un truc animé. Non. Ah, c'est pas. Attends. C'est pas Arrête-moi si tu peux. Non. Là, je suis content, le petit piège est. Le Gangs of New York? Non. Non, le hachis en plus. Non, je vois pas ça. C'est pas DiCaprio. Mais je vois pas Tobey C'est Spider-Man Le 1 C'est Spider-Man. Ah ouais. Il lit un mot que son oncle lui a laissé sur le frigo. Ah ouais. Ils ont repeint la cuisine sans lui. Ah non, mais je suis allé chercher un Ah ouais. Sinon, il y avait catch amateur, $3000, 3 minutes sur le ring. Bon. Non, mais c'est dingue que j'ai retenu cette réplique. Mais parce que, avec l'intonation, j'ai essayé de la refaire avec l'intonation de ta voix. Bah, c'était pas ta voix, évidemment. Mais je connais tellement bien le film que voilà, j'avais la sonorité. Et du coup, ouais, enfin. Quand on est fan comme nous, je pense, ça reste vraiment en fait. La VF, ça s'imprime. Mais je pense que. Bon, moi, il y a une réplique que j'adore dans Spider-Man. c'est quand le gars le présente. Et maintenant, voici Spider-Man. Et t'entends sa petite voix derrière qui fait. Mais non, on avait dit l'araignée humaine. Et ça, franchement, quand je le réécoute, je pouffe. C'est ma petite Madeleine à moi. Je trouve ça tellement ridicule et tellement chou en même temps. Mais oui, mais carrément, mais trop. C'est vrai que c'est très drôle. C'est trop mignon. Ouais, scène de malade aussi. Alors, donc c'était la 3e, j'enchaîne avec la 4e. Hey, tu devrais le plier. Ton mot, c'est info, hein. Tu devrais le plier. Oui, mais on voit que la feuille n'a pas été pliée. Arrête-moi si tu peux. Ouais, exactement. Il est convoqué chez le proviseur parce qu'il s'est fait passer pour un prof d'espagnol, qui n'est pas un prof d'espagnol en VO d'ailleurs, je crois que c'est un prof de français. Et du coup, il conseille à une fille qui vient avec un mot truqué de le plier. À compliquer les trucs quand ils parlent en français. On a ça, je crois, c'est dans Spider-Man 3, où ils vont dans un restaurant français et ça on l'a transformé en restaurant italien. Parce que comment tu veux trouver là, il y a un accent français, mais tu peux pas faire l'accent français en VF. Donc il faut trouver autre chose. C'est marrant, J'enchaîne. Alors lui, il peut s'en aller tout de suite, parce que nous n'avons pas besoin d'un majordome ni d'un valet. C'est complètement absurde. Nous nous sommes toujours très bien débrouillés avec une femme de ménage et une cuisinière. Ils ne s'attendent pas à ce que nous changions. Je peux continuer si vous n'avez pas. Moi, je dirais Downton Abbey, mais... Exactement. Vous m'avez pas parlé de Dan Stevens, qui est super comédien, comédien. Et série, alors là, série culte. Super comédien, Dan Stevens. Que je continue de faire de temps en temps quand on me le pique pas. Et ce qui est drôle, c'est qui me l'a piqué dernièrement. Damien Ferrette. Et ben voilà. C'est-à-dire ne tourne pas le dos, car sinon, voilà. C'est l'histoire de Damien, tout ça. Entre Boisseau. Ouais, c'est fou ça. Pardon. C'est vrai. Allez, il en reste 4. Je vais peut-être biper les noms parce que là, bon. Bip. Reste tranquille. Capitaine, est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Comment va-t-il? Où a-t-il été touché, capitaine? Capitaine, vous le voyez là d'où vous êtes? Est-ce que je peux dire... Enfin, sinon, si... j'en ai une deuxième après, qui n'est pas dans la même scène. Mais dans le même film? Oui, dans le même film. Vas-y, parce que... Levez mes jambes, de quoi ça a l'air? Levez mes jambes en l'air. Ah, ok.
Giovanni Ribisi, il faut sauver le soldat Ryan. Exactement. Wow. Il y a un casting vocal dans ce film qui est... C'est la première fois que je le faisais d'ailleurs, après audition. Ah ouais. C'est la première fois que je doublais Giovanni Ribisi. Le baptême du feu comme il faut, quoi. Lui aussi, acteur un peu méconnu, qui est vraiment intense. Et ce qui est drôle, c'est marrant comment les gens parfois pensent à vous, parce que je fais ce film, et après il refait un truc avec Sam Raimi, je crois. Intuition. Ouais, c'est ça. Les gens me font passer l'essai sans savoir que je l'ai déjà doublé. Ah oui, c'est. Et je suis de nouveau choisi. Et en même temps, je l'avais pris, on m'a Perret Pradi à ce moment-là, qui dirigeait pas mal le truc, me met sur un téléfilm où il fait un autiste. Où je passe un essai, de nouveau, et je lui dis, mais je l'ai déjà doublé. Il fait, ah ouais, j'ai pensé à toi. Donc c'est fou. C'est marrant. Les rencontres. Et il fait un autiste, et je me souviens, il avait un truc, avec un truc dans la bouche, comme s'il avait. Je m'étais collé mon chewing-gum sur le palais, pour avoir une espèce de léger déformation, pour plus y penser. J'ai passé mon essai comme ça et j'ai été pris. Il était super, il était bouleversant dans... Oui. Ah ouais, il avait... Oui. Ouais, avec Charlotte... comment elle s'appelle, celle qui était... Charlotte... Ton intuition Ouais, non, c'est l'autre téléfilm. Ah, une fille qui a vachement tourné à une époque. Vous vous souvenez dans Fear, là, ou je sais pas quoi, le truc avec De Niro, Charlotte... Comment... Ah, c'est pas Lewis. C'est... il y en a un peu rock'n'roll. Quand De Niro, il fait hyper peur, là... Cape Fear Ouais. Ouais. Et la jeune fille là qui... Charlotte Lewis. Ouais, c'est ça, c'est Charlotte Lewis. Oui, c'est ça. C'est Charlotte Lewis. Charlotte Lewis, ouais. D'accord, j'étais pas sûr. Attends. Non, je suis pas sûr que ça soit Lewis. Attends, si c'est Lewis, la jeune, oui, c'est qui la fille de Nick Nolte. Ouais. Oui, c'est si, attends. Je vérifie rapido, mais. Bon, ça n'a pas d'importance. En tout cas, voilà, ils étaient tous les deux dans cette, tous les deux de mômes un peu abîmés. Et Juliette Lewis. Juliette Lewis. C'est moi qui ai induit d'erreur en disant Charlotte. Je t'ai enduit d'erreur. Ouais, mais en tout cas, non, tout ça pour dire que c'est un comédien que je trouve aussi très très touchant, Giovanni Ribisi, qui est vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai revu la scène où il se fait tirer dessus là, c'est. Je vous le conseille dans une série sur Amazon qui s'appelle Sneaky Pete, le sournois. Il y a 3 saisons. En fait, c'est le syndrome du coucou, quoi. C'est un mec qui est en tôle. Il est en tôle avec un autre gars, sauf qu'il a une peine beaucoup plus réduite. Et le mec le bassine tellement avec ses histoires de famille qu'il n'a pas revu depuis 20 ans. Enfin, et qu'en fait, dès qu'il sort, il va s'installer dans la famille. C'est moi. Ouais, j'ai changé, mais parce ils l'ont vu quand il était petit ou je sais plus. Enfin, les parents c'est les grands-oncles, c'est plus les parents directs. Et il prend sa place. Mais il fait ça. Il a une rouerie. Il a une façon une tchatch de vendeur de tapis, mais incroyable. Il fait ça avec tellement de brio. J'ai trouvé excellent dans ce film. Il est dans cette série. Je vous la conseille parce qu'il est vraiment, c'est vachement bien. C'est bien. Ça s'appelle comment, tu dis? Sneaky Pete. Ok. C'est noté. Ouais, vraiment, si vous voulez vous partir en... Ah ouais, c'est vachement bien. L'équipe en plus avec de doublage était super. Et vraiment, je trouve qu'au niveau du jeu, je l'ai rarement vu envoyer autant, quoi. D'accord. Ah ouais. C'est noté. J'enchaîne avec 3 petites dernières répliques. Vas-y. Eh bien, pour l'instant, mon adresse est le bip. Après, je dépends du bon vouloir de Dieu. Je fais mon chemin de place en place. Je voyage souvent en cargo, mais j'ai gagné mon voyage en ayant une main chanceuse au poker. Une main très chanceuse. C'est dommage parce que la suite était belle. Titanic. Ouais. Mais peut-être que tu veux lire la suite, peut-être. Vas-y. Alors, c'est la première ici. Je trouve que c'est une belle tirade dans le film, en fait. Eh bien, pour l'instant, mon adresse est sur le RMS Titanic. Après, je dépends du bon vouloir de Dieu. Je fais mon chemin de place en place. Je voyage souvent en cargo. J'ai gagné mon voyage sur le Titanic en ayant une main chanceuse au poker. Une main très chanceuse. Mais oui, madame, je trouve. Je veux dire, j'ai tout ce qu'il me faut ici, avec moi. J'ai de l'air dans mes poumons et quelques feuilles blanches pour travailler. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer. Où je vais échouer. Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais reprendre. Je pense que la vie est un don. Je ne veux pas le gâcher. On ne sait pas quelle donne on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Tenez cale, pour que chaque jour compte.
Et là, il trinque. Wow. Pour que chaque jour compte. Ça, c'est beau. Magnifique. Oui. C'est une belle tirade. Alors, les deux petites dernières. Je veux un cheval et un fusil. J'aurais dit Richard III. Non, je vais continuer. C'est un dialogue là aussi, donc je bip les. Non, vous le trouverez jamais sans moi. Non, il pourra pas. Il a peur. Il sait tout ce que j'ai enduré pour le rattraper. Il est comme un orignal. Quand ils ont peur, ils se terrent au fond des The bois. Revenant. The Revenant. Exactement. Il n'y a pas tellement d'orignal dans d'autres films avec. Et puis il n'y a pas beaucoup de répliques dans le film non plus. Donc non. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas mis d'extrait dans le redoublage. Oui, il est très peu bavard. Ouais. Ouais. Et puis, il peut pas beaucoup parler non plus. Il s'est fait. Après tout le temps comme ça. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'il a gagné l'Oscar pour ce rôle-là. Ouais. T'es un peu oscarisé du coup. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il le méritait surtout pour le Loup de Wall Street où il est juste. Il a un panel de jeux tellement. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Il y a une scène moi qui m'a fasciné, c'est le moment où il prend du crack avec son pote là au début, là, quand ils sont au début de leur relation, qu'ils prennent ils se mettent dans le truc et la façon qu'il a de faire. Truc. Et j'ai demandé à ce qu'on le refasse pas, j'ai demandé qu'on puisse le garder en VO parce que je trouvais c'était tellement dingue, c'était tellement personnel, c'était tellement que je me suis dit on n'y touche pas à ça on n'y touche pas. Franchement, si on peut le garder pour le bien du film, je peux faire quelque chose, mais vraiment c'est tellement incroyable là, comment ça il sort ça que c'est dans ces moments-là où tu te dis mais il est bluffant ce mec quoi, il est bluffant. Et t'en parlais aussi tout à l'heure, Killers of the Flower Moon, pour moi c'est ce que... Alors, j'ai pas vu son dernier avec de Paul Thomas Anderson, mais ce qu'il fait dans Killers of the Flower Moon, j'ai jamais vu ça avant quoi. Oui, il parle différemment, il a un accent. Ouais, et puis la scène, sans spoiler la fin, mais en prison là, genre, les tics qu'il a, ce qu'il arrive à... C'est incroyable. Vraiment... Bon. Bravo d'arriver à le suivre. Parce que... Alors c'est marrant parce que quand c'est comme ça, tu vois, tu te retrouves à... C'était puisqu'on a fait ça avec Jean-Marc Pantier, ça y est, ça s'est déroulé. Moi j'ai l'impression en plus, on avait des conditions. D'habitude on a toujours un micro et puis c'est tout. Là on avait conditions cinéma. Souvent on me dit waouh, tu vas voir, attends, DiCaprio il a pris des graves et tout. Je dis mais il a toujours la même voix, sauf qu'à un moment la prise de son est différente. Moi je le vois, on n'a pas tous les jours la même voix. Parfois on a bien dormi, on a une voix plus lourde, plus grave, parfois moins. Et ça aussi dépend des studios, de la prise de son. Il y a plein de petits détails qui jouent, qui font vraiment la différence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mixage, chez nous dans les VF, on mixe surtout avec un micro qui est suspendu devant nous. Eux, ils ont un micro-cravate, voire deux, et le perchiste qui suit. Et en règle générale, ils vont surtout, à part quand il y a des bruits parasites de fringues, tout ça, ils vont prendre le maximum le micro qui est posé là. Donc vous avez les résonances du larynx, vous avez tout ça, ce qui est vachement, qui donne l'amplitude. Et j'ai pu le voir. Quoi que je fasse, mais tout était exploitable. Je me posais pas du tout la question de la pose de la voix, ou c'était, je ne pensais qu'au jeu. J'avais pas du tout besoin, alors que parfois on a dit ah tiens, j'ai trop baissé, t'as pas pu me suivre. Ou là, c'était vraiment, c'était d'un confort. C'était génial et c'était très très agréable. J'ai l'impression qu'on m'avait déroulé le tapis rouge. C'était vraiment, c'était super. Conditions parfaites. Mais oui, et c'est ce que font, et c'est comme ça que bossent les Américains. Ils bossent surtout, ils mixent avant tout le micro cravate, et donc ça donne ce côté un peu brrr. Complètement. Ok. Une petite dernière, peut-être un peu plus compliquée, mais on va voir. Il y a au moins 800 000 mots dans cette langue, mais pourtant, les yeux parlent un langage plus précis. Ils se ferment un peu, les sourcils se froncent, les yeux s'ouvrent grands, les paupières se ferment. Il y a même une fermeture asymétrique que je n'ai pas encore réussi à déchiffrer. Alors si tu dis déchiffrer, moi je vais dire Franck dans Arrête-moi si tu peux, non ? Non. Alors attends, qu'est-ce que ça peut être ? Redis-le-moi un petit peu. Je peux continuer la réplique. Ah vas-y, bah oui. Alors, je commençais à souffrir de la soif, mais j'avais des capacités d'expression très limitées. Donc je me suis rattaché à des phrases entendues au centre de détention. Shutter Island ? Non. Ça aurait pu. Bah non. Mais c'est un petit piège. Enfin, c'est pas si facile.
peux vous dire que c'est une série, si vous voulez. Ah, c'est une série, c'est pas du tout DiCaprio. Non, c'est une série qu'on n'a pas encore évoquée. C'est un peu un petit plaisir coupable que je me suis autorisé, ou pas forcément coupable d'ailleurs. Truc que j'aimais bien à l'époque, mais qui est culte pour certains, mais peut-être pas forcément mythique. Ah, c'est pas Being Human ? Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai commis ? Je peux te redire le début si tu veux. Ouais, vas-y. Il y a au moins 800 000 mots dans cette langue. Mais pourtant, alors c'est une voix off, il se parle à lui-même. Il y a au moins 800 000 mots dans cette langue. Mais pourtant, les yeux parlent un langage plus précis. Ils se ferment un peu, les sourcils se froncent, les yeux s'ouvrent grands, les paupières se ferment. Il y a même une fermeture asymétrique que je n'ai pas encore réussi à déchiffrer. Ah, KLXY. KLXY. Ah, mais oui, mais bien sûr. Moi, je me suis dit, voilà, c'est Matt Dallas, qu'on n'a jamais revu d'ailleurs. Non, mais j'aimais bien cette série dans les années 2000. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une espèce de petit extraterrestre. Ouais, truc très teenage, mais très sympa. Exactement. On fera un spécial trilogie du samedi avec ceux de Charm, KLXY, Smallville et tout ça. On va faire une grande réunion, on va ramener tout le monde. Tous les super-héros un peu chelous de l'époque. Bravo d'avoir trouvé quand même. Ah ouais, bravo, c'était quasi sans faute. 7 points sur, t'en avais combien ? 9. Ben 7 sur 9. C'est une très belle moyenne. Très belle. En plus, tu as refait le monologue, donc ça fait 2 points. Franchement, ça fait 9. Allez, on est gentil. Alors, le temps va nous manquer. Donc, dernière question avant de terminer l'émission, c'est j'aimerais vous demander, tous les trois, à nous 4 d'ailleurs, est-ce que vous avez un film avec DiCaprio que vous adorez par-dessus tout ce qu'il a fait, même si c'est pas Damien qui l'a doublé. Attends, je reprends la liste parce que j'ai moyen que je loupe. Parce que moi, c'est direct, c'est Les Infiltrés. Pour moi, c'est un rôle qui m'a pris au trip parce que dans toute dans sa vulnérabilité, il doit être joué sur les 2 tableaux, gangster et flic. Et moi, il m'a bouleversé, surtout quand il y a la scène quand il va chez la psy et qu'il lui dit mais vous me donnez qu'une pilule, moi je vais me faire sauter le caisson si vous me donnez pas d'autres cachets quoi. Et j'ai trouvé ça tellement viscéral. C'est Audrey Lamy qui faisait. Oui, ça c'est étonnant d'ailleurs. Audrey Lamy qui doublait Vera Farmiga qui joue la psy. Elle sortait du Ponce, elle n'était pas encore très connue. Oui, elle a fait pas mal de doublages. C'est une anecdote sympa. Camarade très, très sympa. Ouais, elle était très bien dedans. Elle est très très bien. Moi j'avais adoré Arrête-moi si tu peux. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. Au-delà de Shutter Island et tout ça, je pense que c'est celui dont j'attendais le moins parce que c'est celui dont on parlait pas spécialement. Voilà, au-delà de Shutter Island pour son twist, Inception pour tout ce qu'on connaît de Christopher Nolan, etc. Et vraiment une très bonne surprise. Et de toute façon, avec Tom Hanks, on est rarement déçus. Donc là, le duo est vraiment au top. Je trouve très touchant ce film. C'est totalement très touchant. Et puis Spielberg, voilà. Oui, voilà, puis Spielberg, on n'en attendait pas moins. Mais alors moi je peux en dire 2 parce que j'ai vraiment du mal à départager. Mais de toute façon DiCaprio pour moi il a une carrière tellement impeccable que c'est dur de vraiment il y en a 10 qui pop là. Bon je vais dire un classique évidemment tout le monde le cite mais en fait on prend Titanic. On prend pas le temps de se rendre compte à quel point c'est un grand film. Enfin évidemment c'est succès 11 Oscars et tout ça. Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma pour moi, au même titre qu'un Autant n'emporte le vent ou qu'un Ben-Hur. Enfin, c'est vraiment un truc hallucinant, notamment grâce à James Cameron quand même, qui a fait un boulot incroyable. Et The Revenant, moi j'ai trouvé ça, je trouve que c'est mérité, l'Oscar est mérité pour ce film, parce que c'est ce qu'il fait est hallucinant, le film aussi est dingue. C'est le regard incandescent qu'il a sur la toute fin, le dernier plan, que je trouve incroyable. Ah ouais. Je trouve cette espèce de... voilà, il est arrivé au bout et en même temps, tout d'un coup, il est au bord de l'abîme, quoi. Et après, et qu'est-ce que je fais de moi, maman, alors que j'avais un but et cette espèce de perdition dans les yeux qui est... Mais là-dessus, je trouve que c'est un acteur absolument incroyable parce qu'il y a des moments où tu te dis waouh, ce qu'il envoie, c'est prodigieux. Ouais. C'est aussi ton rôle préféré ou t'as... Là où j'ai le plus galéré, mais où j'ai quand même vraiment, c'est comme le Loup de Wall Street. Ça a été un chemin de croix parce que c'était très lourd, très très compliqué, très très fatigant, mais tellement de choses différentes, tellement de scènes de dingue. C'était. Il y a tout dedans, quoi. Ah ouais. C'est vrai. Toutes les émotions. Alors je rentrais tous les soirs à Faune. C'est vrai qu'il crie beaucoup. Il est dans le. Je dormais, je me prenais un somnifère pour pas gamberger, dormir parce que il y a que ça, dormir pour récupérer. Et voilà, mais c'était vraiment, je crois que c'était le plus gros le plus gros boulot que j'ai jamais fait. Mais on n'en parle pas, mais moi j'ai aussi j'ai beaucoup de tendresse pour Don't Look Up. Oui. Parce que je trouve que là, à un moment, c'est le personnage et DiCaprio qui se font dans un seul et même...
ce qu'il a, là, cette scène finale où il dit mais je vous ai prévenu, on a failli, vous avez rien fait, quoi. On a beau le décrier parce que il est millionnaire et qu'il vit une vie de millionnaire, et voilà. Mettez-vous qu'on se mette à sa place, vous allez voir comment la vie change. Donc, le décrier là-dessus, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est positif. C'est ce qui, je vous conseille de revoir ces différents documentaires, dont le dernier qui s'appelle Ice on Fire ou Ice and Fire, je sais plus, qu'on peut trouver qui était un moment sur Canal ou je sais plus sur quelle chaîne, mais maintenant il est disponible sur YouTube et c'est édifiant. Il envoie sa boîte de prod, envoie plein d'équipes bosser sur plein de trucs pour voir où ça en est, qu'est-ce qui se passe, quelles sont après les solutions. Et les solutions, il y en a quelques-unes, mais elles sont tellement dérisoires par rapport à l'engrenage dans lequel on est. Ouais. Et je trouve que, voilà, le voir tellement démuni. Moi, je trouvais sa scène confondante c'est lui et le personnage à la fin, quand il pète un câble devant la télé. Et quand il est là, quand ils sont en train de bouffer la dinde, le dernier repas, et que le onde de choc arrive et qu'ils vont être pulvérisés, et qu'il est là calmement en disant on avait tout. On avait tout. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, il suffit de regarder sans parler du climat politique et géopolitique qui devient totalement... c'est quand même très très sombre. On se retrouve dans des choses qu'on n'a pas vécues jamais, à part peut-être nos parents, et encore dans la Seconde Guerre mondiale, mais on se retrouve dans un climat, que ce soit au niveau géopolitique et en même temps de pollution, où on se dit, mais si on continue comme ça, est-ce que dans 2 ou 3 siècles, on sera encore là ? J'ai l'impression qu'on est en train de s'auto-éradiquer. Et ce film parle de ça. Et je trouve que voilà, pour moi, plein de gens disent ouais, mais bah écoute, oui, c'est une métaphore. Mais c'est mon meilleur film d'horreur de 2022. Hein. Ah mais non mais vraiment, hein. Il m'a terrifié ce film. Je rigolais, mais je rigolais jaune. Hein. Sur la fin, j'étais pas bien. En plus, on était en plein confinement à l'époque. C'était vraiment, c'était catastrophique comme ambiance. En tout cas, c'est une belle conclusion sur une belle ouverture pour. Une belle ouverture. Voilà. Avec de l'espoir. Ouverture sur la fin. Oui, allez, de toute façon, on va tous mourir. Personne n'est éternel. Allez, allons-y, pas de devant. Autant s'amuser. Non, mais vraiment, merci beaucoup, Damien. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment un super plaisir. Merci Thomas et Manon. Merci à toi pour vos avis éclairés. Merci Hugo. Merci Hugo aux manettes. On se retrouve très vite pour un nouveau Voix Ouf. Salut à tous. Merci à vous. Salut. Allociné.